Et si la révolution la plus décisive du continent africain ne surgissait pas d'un discours enflammé, mais d'un silence calculé? Imaginez un pays du Sahel, longtemps effacé sur la carte mondiale, qui perturbe soudain l'ordre établi grâce à une découverte inattendue. Du pétrole, là où personne n'en cherchait. Le Burkina Faso, enclavé, oublié, devient du jour au lendemain l'épicentre des regards et des ambitions, forçant les puissances étrangères à revoir leurs certitudes. Ici, pas de grandes déclarations ni de célébrations tapageuses. Sous la houlette d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso ne supplie plus, il exige. Fini la dépendance, place à la souveraineté affirmée. Le capitaine Traoré, nouvelle figure forte du pays, impose un ton inédit. Moins de lamentations, plus d'actions décisives. Chaque initiative vise à récupérer le contrôle des ressources, à façonner un récit national affranchi des anciennes tutelles. L'enjeu n'est plus la répartition, mais la véritable appropriation. Pourtant, ce qui intrigue le plus, c'est le silence qui enveloppe l'arrivée massive de capitaux étrangers. Les grandes puissances manœuvrent en coulisses, préparant une riposte sans éclat. Derrière des négociations secrètes et des alliances nocturnes, c'est un bouleversement profond qui s'annonce. Ici, il ne s'agit pas seulement d'un contrat ou d'une manne financière. C'est un choc géopolitique redouté, que beaucoup préfèrent taire. Ce que vous allez découvrir n'est ni une invention, ni une exagération. C'est le premier souffle d'une secousse qui va ébranler toute l'Afrique de l'Ouest. Une révolution muette, mais irrésistible. Rester indifférent, c'est risquer de passer à côté de la naissance d'un modèle inédit. Fermer les yeux, c'est renoncer à comprendre comment le Burkina Faso pourrait dessiner la voie vers une souveraineté énergétique nouvelle. Mais comment un pays, hier relégué à la marge, a-t-il pu provoquer un tel bouleversement? Tout commence par un événement inattendu, un secret longtemps gardé sous le sable du Sahel. Avant le pétrole, le Burkina Faso, c'était quoi? Un territoire oublié ou un laboratoire qui s'ignorait? Enclavé au cœur du Sahel, le pays se débattait dans la marginalisation. Ni mer, ni minerais d'exception. Seulement des terres arides, des famines cycliques et la dépendance à l'aide étrangère. Pourtant, une résilience farouche habitait ce peuple écarté des projecteurs. Prenons un exemple concret. Dans les années 80, alors que le Mali et le Niger tentaient déjà de valoriser leurs ressources minières, le Burkina Faso, lui, dut se contenter d'une agriculture de subsistance, soumise aux caprices du climat. Les sécheresses des années 90 ont laissé des villages entiers exsangues, obligeant des milliers de familles à migrer vers les villes ou à l'étranger, notamment en Côte d'Ivoire. Cette mémoire collective de la précarité et du manque explique la soif d'autonomie qui anime aujourd'hui les Burkinabés. Puis, en l'an 2022, tout bascule. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, un vent de rupture souffle. Les bases étrangères sont expulsées, les militaires occidentaux priés de partir, et de nouveaux partenaires sont courtisés. Russie, Chine, Mali, Niger. Autant d'alliances qui rebattent les cartes et inquiètent les anciennes puissances. Ce tournant rappelle les grandes heures du panafricanisme des années 60, lorsque Kwame Nkrumah au Ghana ou Sékou Touré en Guinée décidèrent de rompre avec les anciens colonisateurs pour tracer une voie propre. Mais à la différence de ces pionniers, Traoré agit dans un monde globalisé. La moindre décision a des répercussions sur les marchés internationaux et provoque l'attention immédiate des grandes capitales. Le choc surgit sans prévenir. Les géologues confirment la présence de 50 milliards de barils de pétrole enfouis sous la terre rouge. Ce chiffre, vertigineux, propulse soudain le Burkina Faso parmi les géants africains de l'or noir. Les chancelleries s'agitent, les multinationales affûtent leur stratégie. La donne vient de changer. Pour donner un ordre de grandeur, sachez que le Nigeria, premier producteur africain, dispose d'environ 40 milliards de barils de réserve. Le Burkina Faso, avec cette découverte, rivalise soudain avec les champions du continent, bouleversant la hiérarchie énergétique établie depuis des décennies. Pour les villages de l'Est, où la vie s'écoulait encore au rythme de la subsistance, l'annonce est un séisme. L'espoir s'invite,
mais la crainte aussi. Bénédiction pour les uns, malédiction pour les autres. On murmure que les richesses attirent la convoitise, et que les conflits ne sont jamais loin des trésors découverts. À Tansarga, par exemple, les anciens se souviennent du temps où la seule ressource précieuse était l'eau du puits. Désormais, les camions des compagnies pétrolières modifient le paysage et l'économie locale. Certains voient dans cette effervescence une chance inespérée pour l'emploi et les infrastructures, écoles, dispensaires, routes. Mais d'autres redoutent la pression sur les terres agricoles, la montée des prix et l'arrivée de travailleurs venus d'ailleurs, qui pourraient bouleverser l'équilibre ancestral des communautés. Ibrahim Traoré réagit sans tarder. Il proclame qu'aucun baril ne sortira sans un cadre législatif inédit. Ingénieurs, économistes, juristes sont mobilisés. Des commissions citoyennes sont envisagées pour garantir la transparence et le contrôle populaire. Le pays tente d'inventer une gouvernance du pétrole sous le regard attentif d'une population qui, pour la première fois, ose espérer participer à la redistribution des richesses. Cette démarche rappelle celle de la Norvège dans les années 70, lorsque la découverte d'or noir en mer du Nord fut encadrée par un modèle de gestion publique innovant. La Norvège, au lieu de laisser les multinationales seules aux commandes, créa un fonds souverain, investit massivement dans l'éducation et la santé, et fit de la transparence une règle d'or. Cette réussite inspire aujourd'hui de nombreux décideurs burkinabés qui rêvent d'un miracle norvégien sahélien. Mais l'enjeu est immense, et la menace du chaos plane. L'histoire récente de l'Afrique regorge d'exemples où la manne pétrolière a détruit plus qu'elle n'a construit. Sans discipline, le rêve peut se transformer en cauchemar collectif. Pensons au Nigeria, où l'afflux de pétrodollars n'a souvent profité qu'à une minorité, nourrissant corruption, pollution et conflits armés dans le delta du Niger. Ou à l'Angola, dont la croissance fulgurante a masqué de profondes inégalités. À chaque fois, le même schéma. Une élite s'enrichit, la population attend, les infrastructures promises tardent, et la dépendance s'installe, rendant toute alternative difficile. La découverte n'est qu'un début. Très vite, derrière l'euphorie, les pressions extérieures s'intensifient, les influences s'entremêlent, chacun tente de tirer profit de la nouvelle donne. Qui, demain, tiendra vraiment les rênes du destin énergétique du Burkina Faso? Derrière chaque promesse, une bataille s'engage. La ruée vers l'or noir ne fait que commencer, et déjà les premiers signes de fracture apparaissent. Dès que le pétrole jaillit, les masques tombent. Qui œuvre vraiment pour le bien du Burkina Faso? Très vite, la richesse convoite, mais derrière l'or noir, c'est un affrontement d'influences qui s'ouvre. Depuis Ouagadougou, la pression internationale monte. Paris envoie ses émissaires, Washington multiplie les avertissements, Moscou et Pékin dépêchent des délégations officielles. Sous les sourires diplomatiques, chacun avance ses pions, surveille, négocie, cherche à tirer profit de cette manne soudaine. La région se militarise à vue d'œil. Des postes de contrôle surgissent, des convois blindés sillonnent les routes, des hélicoptères survolent les puits. Des incidents troublants éclatent, camions interceptés, rumeurs d'espionnage, échauffourées entre gardes privés et forces locales. Sur les réseaux sociaux, la tension s'exacerbe. Les Burkinabés s'interrogent. Qui protège quoi? Qui manipule qui? Au cœur de ce chaos, Gazprom avance sans perdre de temps. Les forages se multiplient, les contrats s'enchaînent, la rapidité inquiète certains élus. La transparence disparaît derrière les chiffres et les signatures. À l'Assemblée, la peur grandit. La précipitation risque-t-elle d'enfermer le pays dans une dépendance russe durable? Les débats s'enflamment sur les dangers de corruption et la captation des profits par une élite ou de nouveaux partenaires étrangers. Pourtant, sur le terrain, l'impact est immédiat. Des centaines d'emplois apparaissent dans l'Est. Les villages vibrent au rythme des chantiers. L'enthousiasme gagne la jeunesse. Mais très vite, les loyers grimpent, les plus modestes peinent à se loger, la spéculation fait rage. Les inégalités grandissent, certains s'enrichissent, tandis que d'autres se sentent expulsés de leur propre terre. Prenons l'exemple récent de Fadan Gourma, où les prix des terrains ont été multipliés par 3 en moins d'1 an,
au point que les agriculteurs locaux sont tentés de vendre leurs parcelles plutôt que de continuer à cultiver. Ce phénomène de ruée vers l'or noir rappelle la situation observée à Dubaï dans les années 70, lorsqu'une ville désertique s'est transformée en métropole mondiale, mais au prix de tensions sociales et d'un remodelage brutal du tissu urbain. Dans les couloirs des ministères, une hantise s'installe. La malédiction pétrolière guette-t-elle le Burkina Faso comme tant d'autres pays africains? Des voix exigent des audits, un contrôle citoyen, un réinvestissement massif dans la santé, l'éducation, l'agriculture. Ibrahim Traoré écoute, consulte, promet que le pétrole sera un levier, non un piège. Le pays hésite, partagé entre l'espoir d'une puissance nouvelle et la peur d'anciennes dérives. Chaque choix compte désormais. Une seule erreur, et le Burkina Faso replongera dans le cycle des crises. Mais un cap lucide, et il pourrait devenir l'exemple à suivre pour tout le Sahel. À ce stade, chaque décision pèse lourd. Jusqu'où cette richesse nouvelle mènera-t-elle le pays? Mais dans l'ombre des négociations, une révélation inattendue menace de tout bouleverser. Quel secret pourrait faire vaciller l'édifice fragile du nouvel ordre pétrolier? 3 routes se dessinent pour le Burkina Faso. 3 futurs, 3 paris. Aucun n'est tracé d'avance, et chaque décision peut bouleverser le destin national. Premier scénario, la pente la plus probable si la vigilance s'émousse. Les recettes du pétrole accélèrent la construction d'infrastructures, la sécurisation des frontières, la modernisation de l'énergie. Mais la richesse reste captée par une poignée d'initiés. L'économie demeure prisonnière des hydrocarbures, l'industrie promise piétine. Le pays s'étire, mais la fracture sociale s'ouvre davantage. Campagnes délaissées, écoles négligées, élites rassasiées. Le confort immédiat supplante l'effort collectif. Cette voie mène vers une souveraineté sacrifiée pour des gains rapides. Un miracle fragile, déjà menacé. Ce scénario a été vécu par de nombreux pays pétroliers. Au Venezuela, par exemple, l'afflux soudain de devises a entraîné une dépendance excessive vis-à-vis du pétrole, au point que l'industrie agricole et manufacturière s'est effondrée, rendant le pays vulnérable au choc extérieur. Aujourd'hui encore, Caracas paie le prix de cette monoculture économique, avec une population divisée et des infrastructures qui peinent à suivre. Deuxième scénario. L'exception. Rare mais possible. Un fonds souverain, contrôlé par le Parlement et la société civile, finance la santé, l'éducation, l'industrialisation locale. Les contrats se négocient dans la transparence, avec transfert de compétences et refus des modèles importés. Les institutions résistent, la jeunesse apprend, l'État impose une discipline ferme et une clarté nouvelle. Le pétrole cesse d'être une rente, devient moteur d'une transformation durable. Le Burkina Faso s'impose alors, non comme simple producteur, mais comme pionnier africain de l'indépendance et de la bonne gouvernance. La Norvège, encore une fois, reste la référence en la matière. Mais d'autres exemples existent. Au Botswana, la gestion prudente des revenus du diamant, sous la supervision d'institutions solides et d'une société civile mobilisée, a permis de transformer un des pays les plus pauvres du monde en une économie stable et relativement prospère. Rien n'est impossible si la volonté politique s'accompagne de mécanismes de contrôle efficaces. Troisième scénario, le piège de la répétition. Une élite politisée s'enrichit à grande vitesse. Les institutions s'affaiblissent, la corruption se faufile, la crise sociale couve. L'argent alimente la méfiance, ranime les vieux réseaux d'influence sous de nouveaux masques. Les rêves de souveraineté s'effritent, la dépendance revient, plus insidieuse que jamais. Ce sentier, le continent l'a trop souvent arpenté. Le basculement du progrès vers la désillusion peut se faire en un instant. On peut penser au Gabon, où la manne pétrolière a longtemps été synonyme de luxe pour une minorité, tandis que la majorité de la population demeure dans la précarité. Les scandales de détournement de fonds se sont multipliés, sapant la confiance dans les institutions et nourrissant un sentiment d'injustice et d'impuissance. Au centre de ces choix, une évidence s'impose. Tout dépendra de la capacité à freiner la précipitation, à instaurer une discipline stricte et une transparence sans faille.
Gouverner la manne pétrolière, c'est refuser la tentation du court terme, résister aux alliances opportunistes et poser des conditions fermes. La gestion de la récente fuite d'échantillons vers la Chine offre un exemple. Le Burkina Faso n'a pas cédé à la colère ni à la panique. Il a gardé la maîtrise du tempo, posé ses exigences, affirmé calmement sa souveraineté diplomatique. Ce sang-froid, signe d'un changement de posture, peut rebattre les cartes et redéfinir les rapports de force régionaux. Une telle maîtrise rappelle la stratégie du Qatar au début des années 2000, lorsque l'Émirat, au lieu de brader son gaz, a préféré imposer ses conditions sur le marché mondial, investissant massivement dans des infrastructures de liquéfaction et de transport, tout en gardant la main sur la gestion des revenus. Cette patience stratégique a transformé le Qatar en acteur incontournable, respecté et redouté. L'avenir du Burkina Faso s'écrit maintenant. Entre stabilité fragile, réussite disciplinée ou dérive déjà connue, le plus grand risque serait de croire la victoire acquise. La bataille véritable ne fait que commencer. Elle se jouera dans les arènes politiques, au sein des conseils de gestion et jusque dans la rue. Mais derrière chaque scénario, une question demeure. Qui portera la responsabilité des choix à venir? Ibrahim Traoré devra naviguer entre ambition, pressions étrangères et attentes populaires. La véritable richesse d'un pays ne réside pas dans ce qu'il extrait du sol, mais dans la manière dont il transforme cette opportunité. C'est la leçon primordiale que le Burkina Faso doit retenir alors que débute son aventure pétrolière. Car le pétrole seul ne garantit ni la souveraineté ni le développement. Le vrai enjeu, c'est d'éviter les pièges de la corruption, de la division et de la dépendance extérieure. Première règle d'or, instaurer une gouvernance irréprochable. Chaque franc issu du pétrole doit pouvoir être tracé par tous, sans opacité. Pour y parvenir, il faut un fonds national accessible au public, contrôlé par des audits indépendants, et dont les rapports sont diffusés en langage clair. La société civile doit être impliquée à chaque étape, pas seulement l'État. Cette vigilance collective est la meilleure protection contre les détournements et les dérives qui guettent tout nouvel Eldorado. Concrètement, cela signifie que chaque citoyen doit pouvoir accéder, via Internet ou dans les mairies, aux états financiers du secteur pétrolier. En Islande, après la crise bancaire, cette mesure de transparence radicale a permis de restaurer la confiance du public et d'éviter les manipulations discrètes. Au Ghana, la publication régulière des contrats pétroliers a renforcé la légitimité du gouvernement et permis aux ONG de jouer un rôle de vigie. Deuxième levier, faire du pétrole un moteur pour toute l'économie et non un privilège pour une poignée. Fini le temps où quelques multinationales s'accaparent les bénéfices pendant que la population regarde, impuissante. La production, le transport et le raffinage doivent être confiés à des entreprises burkinabais, selon des critères stricts de performance. Chaque baril extrait doit créer des emplois locaux, de la valeur ajoutée et stimuler toute une chaîne de métiers, de la mécanique à la logistique. Prenons l'exemple du Brésil. La compagnie pétrolière nationale, Petrobras, a longtemps exigé un pourcentage élevé de contenu local dans tous ses contrats, obligeant les multinationales à investir dans la formation et les infrastructures locales. Résultat, l'industrie parapétrolière brésilienne est devenue l'une des plus dynamiques du monde. Troisième clé, miser sur la formation, l'information et la vigilance. Il faut ouvrir des écoles techniques dans les régions pétrolières pour former des ingénieurs, des techniciens, des gestionnaires issus du Burkina Faso. L'accès aux métiers du secteur doit être une priorité pour la jeunesse. Parallèlement, l'information doit rester libre. Pas de secret d'État, ni d'exclusion des communautés locales. La transparence à chaque étape est la seule garantie contre les abus. Imaginons un lycée technique à Fadangourma, spécialisé dans la géologie, la robotique pétrolière et la gestion de projets. Chaque année, des centaines de jeunes y seraient formés, certains partant ensuite à l'étranger pour se perfectionner, avant de revenir contribuer au développement national. Ce schéma a permis à l'Indonésie, dans les années 80, de réduire sa dépendance aux experts étrangers et de bâtir une industrie pétrolière compétitive. Quatrième principe, la responsabilité partagée. Le pétrole ne doit pas être perçu comme une manne passive. Chaque citoyen, chaque élu, a un rôle à jouer dans la gestion rigoureuse de cette ressource.
La discipline et la vigilance quotidienne deviennent des atouts nationaux. S'imposer des règles plus strictes que celles dictées de l'extérieur, c'est refuser la facilité et éviter que le pétrole ne devienne un poison qui divise. Dans les villages, des comités de surveillance pourraient être créés, regroupant des représentants des femmes, des jeunes, des anciens, des agriculteurs et des travailleurs du secteur pétrolier. Ces comités seraient chargés d'alerter les autorités en cas d'abus ou de pollution, à l'image des ombudsman scandinaves qui veillent à la bonne application des lois environnementales et sociales. Si ce modèle, même imparfait, prend racine, il pourrait inspirer toute l'Afrique, voire au-delà. Mais il ne tiendra que si le Burkina Faso résiste aux tentations des raccourcis, aux promesses faciles, à la corruption qui détruit les rêves avant même qu'ils ne naissent. Cette révolution discrète demande du courage, mais elle porte la promesse d'un nouvel avenir pour le pays et pour le continent. Ignorer ces principes, c'est condamner le Burkina Faso à répéter les naufrages du passé. Les appliquer, au contraire, c'est ouvrir la porte à une souveraineté réelle, fondée sur la transparence, l'éducation et la discipline collective. Le choix appartient désormais à chaque Burkinabé, mais ce choix résonnera bien au-delà de ses frontières. Mais un tel changement ne se fait pas sans résistance. Déjà, de nombreux acteurs régionaux et internationaux observent, inquiets ou intrigués, la montée en puissance du Burkina Faso. Dans les coulisses de l'Union africaine, des diplomates se demandent si le modèle burkinabé pourrait faire tache d'huile, poussant d'autres pays enclavés comme le Niger ou le Tchad à revendiquer une gestion plus souveraine de leurs propres ressources. Les grandes compagnies pétrolières, elles, réévaluent leur stratégie. Faut-il s'adapter à la nouvelle donne ou risquer d'être exclu des marchés émergents? Et vous, face à l'inattendu, que feriez-vous? Auriez-vous eu le courage de tout miser sur l'avenir, comme le Burkina Faso, ou auriez-vous préféré vous abriter derrière des alliances familières? Lorsque l'histoire bascule, aucun choix n'est simple. Il est aisé de commenter à distance. Pourtant, pour la première fois, ce sont les Burkinabés qui tracent eux-mêmes les contours de leur destin. Cette révolution tranquille oblige chacun à réexaminer ses convictions, loin des slogans creux ou du confort des certitudes. Au cœur de l'exemple burkinabé, une question universelle surgit. Jusqu'où un peuple peut-il s'approprier ses ressources sans rendre de compte à personne? Les vieilles puissances observent, les nouvelles alliances s'esquissent, mais la vraie rupture, c'est la volonté d'un pays de réécrire les règles, seul contre tous. Ibrahim Traoré, en pariant sur la discipline collective et la souveraineté, accepte le risque de l'isolement, mais ouvre aussi la porte à une authentique émancipation. Ce choix, rare et audacieux, place chacun devant sa propre définition de la liberté. Individuelle ou collective, nationale ou mondialisée, dignité ou rentabilité. Qui porte la voix décisive? Les experts, les investisseurs ou le peuple lui-même? Rester simple spectateur, c'est renoncer à saisir et donc à influer sur ces bouleversements qui redessinent la carte du monde. Ce qui se joue à Ouagadougou dépasse largement la question du pétrole. C'est le combat pour l'autodétermination à l'ère des puissances invisibles et des liens de dépendance dissimulés. Et si demain, d'autres nations empruntaient ce chemin? Les puissants, comme les voisins, pourraient être tentés de juger, d'imiter ou de s'opposer. Mais la véritable leçon, s'il y en a une, reste celle du doute fertile et de la discussion. Alors, osez la question. Que ferions-nous si nous étions soudain à la tête d'une richesse insoupçonnée? Serait-ce la promesse de la liberté ou le prélude d'une nouvelle servitude? La réponse ne viendra ni d'un expert, ni d'un gouvernement. Elle naîtra du dialogue, de l'incertitude et de notre capacité à imaginer la place de l'autre. C'est peut-être ainsi que s'invente enfin une liberté partagée. Pour aller plus loin, imaginons ensemble un plan d'action concret pour les prochaines années. Première étape. Lancer une grande consultation nationale associant toutes les régions, toutes les ethnies, toutes les professions. Les expériences du Maroc, avec ses assises nationales, montrent que lorsque la population est consultée en amont, les réformes rencontrent moins de résistance et deviennent plus efficaces. Deuxième étape, établir une charte pétrolière validée par référendum.
Cette charte fixerait les droits des générations futures, les obligations environnementales, les pourcentages de revenus alloués à la santé, à l'éducation et à l'innovation. L'exemple de la Constitution équatorienne, qui consacre les droits de la nature, pourrait inspirer une telle démarche de rupture. Troisième étape. Créer un institut indépendant d'évaluation des politiques pétrolières, composé d'experts nationaux et internationaux, mais aussi de représentants des communautés locales. Cet institut publierait un rapport annuel, public, accessible à tous, sur l'état réel du secteur, les défis rencontrés, les succès et les échecs. Ce rapport servirait de base à un débat démocratique permanent, évitant la confiscation de la parole par quelques technocrates. Quatrième étape. Investir massivement dans la diversification économique. Ne pas attendre que le pétrole coule à flot pour lancer des filières agro-industrielles, numériques, artisanales. Les Émirats arabes unis, en misant sur le tourisme, la finance et l'innovation, ont montré qu'il était possible de préparer l'après-pétrole dès le début de l'ère pétrolière. Enfin, cinquième étape. Instaurer un pacte générationnel. Chaque enfant né au Burkina Faso deviendrait, dès la naissance, détenteur d'une part symbolique du fonds souverain. Cette idée, expérimentée à l'échelle locale en Alaska avec le Permanent Fund Dividend, garantirait que les richesses d'aujourd'hui profitent à tous demain, et pas seulement à une élite passagère. Ainsi, le Burkina Faso pourrait éviter l'écueil des révolutions avortées et des désillusions africaines. Il incarnerait une nouvelle génération de pays qui, loin de céder à la fatalité, choisissent l'audace réfléchie, la discipline collective et la transparence radicale. À l'heure où le monde s'interroge sur la transition énergétique, sur les limites du modèle extractiviste, l'exemple burkinabé pourrait réconcilier souveraineté nationale et solidarité internationale. Il s'agirait non seulement de gérer un trésor, mais de prouver qu'il est possible de faire autrement. Voilà pourquoi l'histoire du pétrole burkinabé n'est pas qu'une affaire de chiffres ou de gisements. C'est une invitation à repenser le pouvoir, la justice, la place de chacun dans la communauté nationale. Une invitation à écrire, ensemble, une page neuve de l'Afrique. La révolution silencieuse du Burkina Faso pose, en définitive, une question simple et redoutable. Serons-nous capables, cette fois, de rompre avec les cycles de dépendance et de division? Ou laisserons-nous une fois de plus la manne s'évaporer au profit de ceux qui crient le plus fort? La réponse appartient à chaque citoyen, à chaque décideur, à chaque communauté. Elle se construit pas à pas, dans les choix quotidiens, les débats, les engagements concrets. C'est là, et seulement là, que la vraie souveraineté prend racine. Et vous, seriez-vous prêt à faire ce pari ?